24 heures Afrique, bonsoir, horaire ramadanesque oblige, programmé tous les jours à 21h45 durant le mois béni, qu'on vous souhaite être pour vous source de paix intérieure, de raffermissement, de lien avec vos proches, ainsi que beaucoup de bénédictions. Allez, on ne nous fait pas davantage attendre pour votre rendez-vous du jour qu'on entame avec le Sahara occidental, avec le premier sujet, ce geste fort du président colombien Gustavo Petro, qui aura certainement un retentissement. En effet, celui-ci a plaidé lors du sommet ibéro-américain pour rien de moins que l'inclusion de la nation sahraoui dans cette organisation multilatérale. Le tout en présence du monarque espagnol Felipe VI et du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, tous deux présents pour l'occasion. On le voit bien via cet événement que le front diplomatique sahraoui est un espace privilégié où on investit toutes les ressources pour faire avancer la cause, et on se rend compte que la région latino-américaine est de plus en plus à l'écoute, comme nous l'explique Sofiane Baroudi. Les acquis diplomatiques s'enchaînent pour la cause du peuple du Sahara occidental. Après l'accueil triomphal réservé au président sahraoui Brahim Ghali lors de la visite d'État qu'il a conduite au Venezuela, conclue par la signature de nombreux accords bilatéraux à teneur stratégique entre la RASD et la République bolivarienne du Venezuela, qui a réitéré à travers le président Nicolás Maduro le plein engagement de Caracas au soutien sans faille des aspirations du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Le président colombien Gustavo Petro a pour sa part proposé à l'occasion du sommet ibéro-américain de Saint-Domingue la nécessité de construire des ponts avec le continent africain. Le mandataire colombien a également demandé l'élargissement de ce cadre multilatéral à la nation sahraoui, en dotant la RASD du statut d'observateur afin de réparer ce qu'il a qualifié d'injustice. Pour rappel, la première décision en matière de politique étrangère de Petro, après son investiture à Bogota, a été la relance des relations diplomatiques entre son pays et la République arabe sahraoui démocratique. Le président colombien a énoncé ses propositions en face du roi d'Espagne et du chef du gouvernement Pedro Sánchez, coupable d'un revirement aux antipodes des responsabilités historiques et internationales de Madrid concernant la question de la décolonisation du Sahara occidental. La position de Sánchez est considérée comme une trahison par de nombreux courants politiques ibéro-américains qui soutiennent la lutte légitime du peuple du Sahara occidental et condamnent le rapprochement colonial entre Madrid et Rabat, puissance occupante des territoires sahraouis en violation du droit international. La proposition du président colombien n'est pas en soi une innovation. Le statut d'observateur existe et il a été octroyé à une douzaine de pays dans le royaume du Maroc. Gustavo Petro a néanmoins réussi un geste politique très fort, réaffirmant tout à la fois la solidarité de son pays avec la nation sahraoui, la responsabilité historique de l'Espagne, ainsi que le soutien sans faille à la lutte du peuple du Sahara occidental pour son droit légitime à disposer de lui-même et à jouir de son indépendance. Toujours au sujet du Sahara occidental, où le revirement du Premier ministre Pedro Sánchez, il y a un an, on s'en souvient, par rapport à la position traditionnelle de l'Espagne en défendant le plan d'autonomie marocain, un revirement qui a créé des remous au sein même de la classe politique de ce pays. On en veut pour preuve Yolanda Díaz, deuxième vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre du Travail et de l'Économie, qui exprime son soutien à la cause sahraoui, contredisant ainsi la position du Premier ministre Sánchez. Yolanda Díaz, qui a participé hier à un événement à Las Palmas, a assuré que 2 minutes après avoir connu le revirement de Pedro Sánchez favorable au plan marocain au sujet du Sahara occidental, elle a été catégoriquement contre, ainsi que l'ensemble de ses collègues. Première semaine de Ramadan, justement, parlons-en. Avec une inflation élevée à 2 chiffres, ça se passe en Tunisie, les Tunisiens qui ont du mal à joindre les deux bouts pour finaliser leurs courses. La situation économique de notre voisin est difficile, il est vrai, les autorités se montrent pourtant confiantes, elles qui tentent à l'heure actuelle de finaliser un accord avec le Fonds monétaire international pour un prêt de 2 milliards de dollars. En attendant, l'augmentation des prix de large consommation continue de tutoyer la hausse. Reportage de notre envoyé spécial à Tunis, Mohamed Wali Ben Chaban. Au marché central de la capitale tunisienne, les prix des produits alimentaires connaissent depuis ce début du mois sacré de Ramadan une hausse considérable par rapport aux prix appliqués précédemment. L'envolée de la mercuriale
est particulière cette année, pesant lourdement sur la bourse des citoyens. Le mois de Ramadan est incarné dans le fond du peuple tunisien, très authentique dans ses valeurs. Ces principes ne sont pas nouveaux pour nous. Durant le Ramadan, les gens célèbrent ce mois béni, même si les prix enregistrent une hausse, nous devons s'adapter avec le phénomène d'inflation. Pour les Tunisiens, la stabilisation des prix et enrayer cette vague haussière demeure un objectif parfois difficile à atteindre, mais qui reste quand même faisable. Il y a des choses qu'on peut réaliser avec beaucoup de patience. On veut tous être honnêtes et sincères. C'est ce qui compte le plus actuellement, car toute période difficile ne dure pas. La nourriture des Tunisiens est diversifiée. On peut soit compliquer la situation ou simplifier les choses. L'inflation mondiale a connu une hausse conséquente. La Tunisie est durement impactée par ces tendances inflationnistes où les prix des produits alimentaires ont explosé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les prix sont chers, le citoyen tunisien n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Les prix se changent entre le matin et le soir. Le panier des petits ménages vaut 50 dinars tunisiens, c'est cher. Certainement que le pouvoir d'achat des Tunisiens est en baisse constante à cause de la conjoncture. L'envolée des prix des produits alimentaires aggrave la perception de l'inflation chez les petites et moyennes bourses et complique davantage la gestion des dépenses. Consommer au cœur de la cherté de la vie n'a surtout pas empêché les Tunisiens de faire leurs emplettes pour bien préparer le Ramadan. Depuis Tunis, Mohamed Ouali Ben Chaben, Al24 News. La vice-présidente américaine Kamala Harris entame mi-journée une tournée d'une semaine dans 3 pays africains. C'est une réaffirmation de l'intérêt américain pour le continent. Une tournée africaine qui débute donc par le Ghana. Elle se rendra ensuite en Tanzanie et en Zambie. Vous n'avez pas fini de nous voir en Afrique, c'était le message du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à la fin du dernier sommet États-Unis-Afrique à la mi-décembre, c'était à Washington. Et en effet, d'après le secrétaire au Trésor et surtout la première dame Jill Biden et surtout le chef de la diplomatie américaine lui-même, et en attendant le président américain sans doute, c'est maintenant la numéro 2 de l'exécutif américain qui se déplace pour assurer le suivi de ce sommet. Alors, plus en détail, quel est l'enjeu de cette tournée? Pourquoi ce changement de position de l'administration Biden envers l'Afrique? Nouhad Belkhadim nous en dit plus. Ghana, Tanzanie, Zambie, initiative américaine pour rebâtir un vrai pont entre les États-Unis et le continent, ignoré alors durant le mandat de l'ex-président Donald Trump, voire bien avant. Washington considérait encore jusqu'à peu que l'Afrique était moins une région à problème qu'à opportunité. Mais surtout, il y a urgence. Il s'agit surtout d'un voyage visant à damner le pion à la présence grandissante de Pékin et Moscou ayant brûlé la politesse des puissances traditionnelles sur une terre riche en ressources. Surtout l'apport chinois via des prêts sur des économies fragiles, augmentant ainsi un contrôle synonyme d'inquiétude pour les Occidentaux. Ce n'est plus un mystère, la compétition est engagée avec les rivaux sur le long terme. Le numéro 2 de l'exécutif américain doit surtout appuyer un message positif à l'endroit des pays visés et le choix porté n'est pas dû au hasard. Ghana, Tanzanie, Zambie, pays relativement stables comparés à d'autres. Le voyage aussi lui permettra de renforcer ses qualifications en matière de politique étrangère qui pourrait peser d'une potentielle candidature de Joe Biden à l'élection présidentielle de 2024 avec Kamala Harris à ses côtés. Des déplacements de la vice-présidente prévus donc ensuite en Tanzanie mercredi, puis en Zambie vendredi. Seront aussi évoqués l'allègement de la dette, la démocratie, la croissance économique, la sécurité alimentaire et les conséquences de l'opération russe en Ukraine. Autre chose, il y a bien sûr le symbole, étant donné que Mme Harris est la première afro-américaine à être devenue vice-présidente, elle qui s'était rendue en Zambie alors qu'elle était enfant lorsque sa grand-mère indienne y travaillait. Voilà, ça sera tout pour notre édition du jour. Merci de l'avoir suivi. Le bulletin météo, c'est aujourd'hui. On vous souhaite une agréable soirée et vous dit à demain.